Mesdames, Messieurs, merci beaucoup d'être avec nous dans Débriefing. Débriefing, chaque semaine, sur B1 Télévision, nous faisons le tour des questions qui agitent le débat public. Et aujourd'hui, je suis avec Roger Lumbala. C'est le président du RCD-AN, parti du Rassemblement Olinga. Il est député national et c'est un ancien chef rebelle. Roger Lumbala, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Première question, vous êtes déçu de ne pas figurer sur la liste du gouvernement Tshibala? Non, pas du tout. Vous savez, l'objectif majeur pendant plusieurs jours, les citoyens congolais commençaient à réclamer ces gouvernements. La communauté internationale commençait à se dire que ça tardait. Et moi, j'étais toujours près du Premier ministre Bruno Tshibala pour lui dire à quand le gouvernement. Quand le gouvernement est sorti, j'étais l'homme le plus heureux parce que je me suis dit, c'est maintenant qu'il faut s'occuper de notre population, s'occuper de l'inflation galopante que nous connaissons aujourd'hui, s'occuper de l'insécurité à travers la République démocratique du Congo et apaiser le peuple congolais dans le sens où ils attendent les élections libres, démocratiques et apaisées. Roger Lumbala n'est qu'un individu. Il ne peut pas s'opposer à un gouvernement qui est publié et il ne peut pas arrêter la marche de la République. Le fait de ne pas être dans le gouvernement n'est pas un souci majeur. Nous avions présenté les noms. Le chef de l'État a jugé bon de ne pas accepter M. Roger Lumbala dans l'actuel gouvernement. Ce n'est pas grave. Pourtant, vous étiez le plus grand défenseur de Bruno Tshibala. Oui, c'est vrai. Parce que je crois en lui, parce que je crois en la démarche. Et je pense qu'avec un homme comme lui, qui symbolise même l'esprit et la lettre de M. Etienne Tshisekedi, parce que vous savez qu'il a passé au moins 36 ans de vie avec le président Etienne Tshisekedi. Donc, il était le confident de M. Etienne Tshisekedi. Il était dans le secret des dieux de M. Etienne Tshisekedi. Donc, avec lui, nous aurons un petit Tshisekedi comme Premier ministre. Donc, je suis très confiant. Quelle lecture vous faites de la composition justement de ce gouvernement? Moi, je suis content parce que il y a des camarades qui se sont battus avec nous, comme le ministre Ingele Ifoto, comme Lumeya, comme Emery Okundi, comme Eva Mwakassa et tous les autres qui nous ont accompagnés dans le cadre et de l'UDPS et des différentes composantes qui ont constitué ou qui ont formé le rassemblement. Je suis tout à fait content et je leur souhaite bonne chance pour qu'ils puissent faire un travail considérable et parce que ce sont nos ambassadeurs à ce niveau-là, au niveau du gouvernement. Vous savez, ils restent toujours membres de l'opposition dans ces gouvernements d'union nationale. Il y a quelques jours, la rumeur soutenait que c'est la présidence de la République qui ne voulait pas de vous et d'Olinga Nkoy au gouvernement. En début d'émission, vous avez reconnu, je cite vos phrases, c'est le président de la République qui n'a pas voulu de vous. Est-ce qu'on vous l'a signifié? Non, pas du tout. Vous savez, dans les choix qui devaient se faire, les derniers mots, que vous le vouliez ou non, revient au chef de l'État. C'est lui qui peut juger l'opportunité d'avoir un ministre comme Roger Lumbala à cette période ici. Mais je ne pense pas qu'il l'a fait avec un mauvais cœur. Non, je pense que peut-être je suis réservé pour faire autre chose. Vous savez, le fait de m'engager dans cette lutte pour que nous puissions aujourd'hui avoir un gouvernement, après 2 mois de disputes, qui sera Premier ministre, qui ne le sera pas pendant 2 mois, je me suis dit qu'il ne fallait pas prendre le peuple congolais en otage. Il fallait absolument que le Premier ministre soit désigné et que le gouvernement soit formé. Je ne suis pas le seul qui s'est battu. Nous nous sommes battus en équipe. Donc on respecte l'équipe qui s'est battue et c'est cette équipe-là qui aujourd'hui nous représente au sein du gouvernement. Alors il y a plusieurs interrogations. Pourquoi Roger Lumbala n'est-il pas à ce gouvernement? Des réponses, chacun y va de son commentaire. C'est votre passé d'ancien chef rebelle ou votre profil de farfelu ou de fou du roi un peu, non? Non, je ne peux pas vous laisser
tenir de tels propos à l'égard d'un homme politique respecté par les citoyens congolais. Ce sont des théories. Hein. Non, respecté par le peuple congolais, élu en 2006 et réélu par le peuple congolais. En fait, quand je parle au nom du peuple congolais. Donc, si le chef de l'État, comme je viens de le dire, le profil, j'ai une maîtrise des sciences de l'éducation à l'université de Rennes, là où Michel Rocard avait étudié. Donc vous voyez le profil que j'ai. En dehors de ça, j'étais inspecteur des finances chez AXA, le deuxième groupe d'assurance. Vous comprenez, madame, que pour ce qui concerne les profils, je l'ai. Bon, maintenant, sur le plan politique, si le chef de l'État a pensé que cette fois-ci, il y a des hommes intelligents dans ces pays, il y a des grands politiciens dans ces pays qui ne sont pas au gouvernement. Cela ne veut pas dire que nous devons en faire un problème. Non. Moi, je pense que ce qui est beaucoup plus important aujourd'hui, c'est le devenir du peuple congolais. Nous avons la dépréciation du franc congolais. Oui, face vous avez au dollar. parlé des défis, on va y revenir tout à l'heure. Il y a des gens qui évoquent également votre passage en prison en Russie. C'était une info ou une intox? Non, ça a beaucoup c'était vrai. aussi, non, pas du tout. Ça pesait dans la balance. Vous avez ça n'a rien vous fait. avez un casier. Vous savez, il y a ceci. Vous savez, quand on fait le dialogue et que l'on parle de la décrispation, quand vous apprenez que le dialogue décide, après que le haut magistrat puisse traiter les dossiers, ils arrivent à dire que pour les cas des quatre cas emblématiques de la République démocratique du Congo posés, au niveau du dialogue, il y a abandon de poursuites. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement qu'il n'y a plus de la considération sur ce qui était fait ou sur ce qui est pour l'affaire au Congo avec le M23 ou en Russie. Bon, maintenant, c'est pour les tout. En Russie, qu'est-ce que cela veut dire? En Russie, vous avez constaté qu'il y a eu, au niveau du ministère des Affaires étrangères, il y a eu des faux passeports donc, qui ont été délivrés aux citoyens congolais, délivrés par le ministère des Affaires étrangères. Je pense que vous avez couvert aussi cette émission où le ministre de l'époque avait fait une émission pour demander à tous les Congolais qui avaient reçu les passeports délivrés par le ministère des Affaires étrangères pour qu'ils ramènent ça parce que c'était des vrais faux passeports, parce que c'était délivré par le ministère. Je n'étais pas la seule victime dans ces cas-là. En Russie, les gens doivent savoir que je n'étais pas appréhendé parce que j'avais volé, parce que je suis allé là-bas pour acheter les armes, parce que j'avais violé. Non, c'est tout simplement parce que la République, mon pays, avait délivré à M. Roger Lumbala, comme à d'autres qui sont en prison encore dans des différents pays, un passeport qui était falsifié au départ. C'est-à-dire que, au lieu d'aller faire des passeports comme le ministère ou l'État leur a demandé, ils sont allés avec le vieux passeport, on a effacé et on a remis, on a réécrit des numéros. Mais quand ça passe dans des machines spécialisées, il apparaît deux numéros. Donc, Roger Lumbala, en fait, si j'étais quelqu'un d'autre, je pouvais porter plainte contre la République démocratique du Congo. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Non, je ne l'ai pas fait parce que je suis congolais, parce que je pense que on ne peut pas continuer à ridiculiser toujours notre pays. Donc, je ne l'ai pas fait. Mais vous êtes tous au courant de cette situation des passeports qui n'étaient pas bons. Cette situation-là a fait qu'au niveau du ministère des Affaires étrangères, que certains agents soient limogés. Vous avez des contacts encore avec vos anciens copains du M23? Non, vous savez... Des contacts amicaux, hein? Rien de mauvais. Rien de sorcier, rien de sorcier, quoi. La FDL est arrivée ici, c'était de la rébellion. La FDL est arrivée, et puis il y a le RCD, et puis madame. Moi, j'ai dit tout simplement que dans la vie politique, dans une démarche politique d'un homme politique, il faut savoir qu'il y a des étapes. Aujourd'hui, nous avons fait le dialogue et il y a abandon de poursuite, non pas parce que j'étais membre du M23, comme d'aucuns veulent le dire, tout simplement parce que j'ai participé au pourparlers de Kampala dans la délégation du M23. Et vous avez fait allégeance au M23? Non, faire allégeance, c'est différent. Bon, je ne peux pas entrer dans le dictionnaire pour commencer maintenant à expliquer aux gens qui nous suivent. Je dis, c'est différent
d'être dans la délégation pour participer au pourparlers contre le gouvernement où en face nous avions le gouvernement de la République autrefois. Mais je reviens encore à dire, madame, que ce dossier-là est déjà clos. Tout à fait. Alors, il y a les FONUS qui sont tirés quand même avec Emery Okundi au gouvernement, non? Mais je pense que Emery Okundi, c'est un monsieur qui est responsable, des fois réélu député comme moi, donc il représente son territoire, il représente sa circonscription électorale, c'est un homme intelligent, il a étudié aux États-Unis, et c'est un avocat, et pourquoi pas Emery Okundi? Je suis tout à fait convaincu que au-delà de l'appartenance à son parti politique, c'est une personnalité intelligente qui a prouvé cela même au niveau du Parlement. Le chef de l'État a jugé bon d'être avec lui. Vous pensez quoi de Lisanga Bonganga au gouvernement? Lisanga Bonganga, c'est un licencié en sciences commerciales. Je le sais parce qu'il a étudié avec mes jeunes frères. Et je sais que c'est un homme qui s'est battu pour M. Etienne Tshisekedi. Vous le savez très bien, au moment où le président Lisanga Bonganga Jean-Pierre se battait ici, aucun ne parlait du dialogue ou ne soutenait le dialogue. Même les gens du G7 aujourd'hui, à l'époque, refusaient le dialogue demandé par M. Etienne Tshisekedi, mais Lisanga Bonganga, c'était lui qui s'était levé ici, et moi j'étais en Europe, et on défendait le président Etienne Tshisekedi. Aujourd'hui, les gens peuvent nous lancer des philippiques, les gens peuvent nous jeter l'anathème, parce que nous avons pris une position claire, mais nous sommes et nous resterons toujours dans la logique du président Etienne Tshisekedi Wamulumba. Pour en finir avec ce chapitre nouveau gouvernement, vous avez le sentiment d'avoir été dribblé? Non, pas du tout. Vous savez, quand on a ces sentiments-là, c'est quand on s'accroche à des choses qui ne sont pas beaucoup plus importantes. Moi, je dis, la vie politique est une vie des hommes qui se sont engagés. J'ai la foi en Bruno Tshibala, qu'il va réussir sur les objectifs que l'accord du 31 décembre nous a bien fixés. À partir de ce moment-là, je dois les soutenir. Je dois les soutenir pour qu'ils puissent réussir. Parce que nous devons aller aux élections. Je dois les soutenir pour qu'ils puissent juguler cette situation économique qui n'est pas bonne. Pour que notre peuple soit à l'aise, pour qu'il puisse vivre comme les autres peuples du monde. Je dois les soutenir pour qu'ils puissent aujourd'hui assurer la sécurité des personnes et de leurs biens dans notre pays. Si ce n'était pas ces objectifs-là, je ne pouvais pas soutenir M. Bruno Tshibala. Donc, parmi les 58 ministres, il n'y a aucun membre de votre parti, le RCDN? Oui, c'est vrai. Parmi les 58 ministres, il n'y a aucun membre de notre parti. Cela ne veut pas dire que nous devons bloquer la situation, madame. Il faut comprendre la souplesse politique que nous avons. En sport, on dit fair play. Bon, maintenant qu'aucun membre de notre parti n'est pas là, nous devons faire quoi? Nous opposer au gouvernement Tshibala? Non, nous devons les accompagner. Dieu seul sait. Vous savez, à quelque chose malheureux, bon, on ne sait jamais ce que Dieu nous résolve. Moi, je suis croyant, je suis catholique pratiquant, quelle que soit la position de la Senko, je pense qu'ils ne vont pas ébranler ma foi chrétienne et ma foi catholique. Je reste catholique et je pense que quand je crois en quelque chose, très souvent, ça se réalise. Parce que, vous savez, les gens disent que avec la foi, on peut déplacer les montagnes. J'ai envie de dire Alléluia. Merci. Alors, je pose la question parce que pour Némon Dansemi, c'est l'un de ces lieutenants qui avait été pris au gouvernement Sami Bandibanga, ceux qui avaient créé justement des tensions et tout ce qu'on sait avec Némon Dansemi. C'est pour ça que j'ai posé la question. Peut-être que il y a l'un de vos gardes rapprochés à ce gouvernement. Vous répondez quoi à ceux qui disent que vous êtes désormais un kabbyliste? Non, pas du tout. Hier, je n'étais pas tshisekediste. Je soutenais Tshisekedi. Parce que moi, je suis lumbaliste. Donc, il y a des gens qui me soutiennent, qui sont avec moi, qui s'identifient à moi comme lumbaliste. Donc, moi, j'ai soutenu Tshisekedi sur sa méthode de lutte et les combats qu'il a menés pour notre pays. Mais aujourd'hui, ce n'est pas parce que... Vous savez, madame, il faut que je vous révèle une chose. En 2011, lorsque nous avons commencé à combattre la majorité présidentielle d'hier, parce qu'aujourd'hui, elle est encore là,
je soutenais Tshisekedi dans la logique parce que le président Tshisekedi, lui, ne reconnaissait pas Joseph Kabila comme président de la République. Le président Étienne Tshisekedi. Donc moi aussi, derrière lui, je ne reconnaissais pas le président Joseph Kabila comme président de la République. Mais quand le président Tshisekedi s'est résolu à comprendre des choses et il a envoyé une délégation aller discuter en cachette, en catimini, à Ibiza, à Venise et à Monaco, avec la délégation du chef de l'État. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il a reconnu lui-même que le président Kabila était président de la République. Alors à ce moment-là, Roger Lumbala, qui le soutenait, doit ipso facto reconnaître aussi le président Kabila comme étant président de la République. Et aujourd'hui, il nous a allégué ce que nous appelons rassemblement aujourd'hui. Quel a été l'objectif du rassemblement? C'est de nous permettre d'aller, d'abord d'avoir une cohabitation pacifique, une cogestion pacifique. Donc d'avoir le président de la République Kabila et le premier ministre de l'opposition. Donc le président Étienne Tshisekedi, de son vivant, avait accepté que le président Kabila reste président de la République et que nous puissions avoir le premier ministre dans une cogestion pacifique pour nous conduire jusqu'aux élections. C'est là que moi je suis resté dedans. Aujourd'hui, les gens qui peuvent sortir de telles balivernes, je ne peux que comprendre que c'est parce qu'aujourd'hui, peut-être ils n'ont rien reçu dans leur politique qui ne les amène pas à comprendre ni à avoir des réalités en face. Vous n'êtes ni tshisekédiste ni kabiliste, j'ai compris, et ni tshisekédiste, mais vous aviez à l'époque de la campagne électorale, arboré le mouniéré pour vous faire élire. Mais vous savez, comme beaucoup. Vous savez, quand on suit la chronologie en fait de Mouniéré. Le Mouniéré et l'effigie d'Étienne Tshisekedi sur vos banderoles pour vous faire élire. Je vous ai dit, madame, que j'ai soutenu M. Étienne Tshisekedi jusqu'à sa mort. Et personne en République démocratique du Congo ne peut me renier cela. Même vous. Parce que vous avez vu comment je me suis impliqué dans sa campagne et dans tout ce que je faisais. Mais j'ai dit ceci. Soutenir la personne, comme vous parlez de Mouniéré. Mais je peux vous dire que j'étais parmi les premiers qui ont porté le Mouniéré avant le président. Son Mouniéré, son effigie sur vos banderoles. Non, je peux dire ceci. Je peux être parmi les premiers qui ont porté le Mouniéré avant le président Étienne Tshisekedi. Mais, comme lui c'est une icône, comme lui c'est un symbole, après avoir porté le Mouniéré, tous les autres ont pensé que c'est lui qui avait porté ça avant. Mais ça, on ne peut pas se disputer pour un Mouniéré. J'ai dit, on lui accorde ça, et si on dit que Roger Lumbala a suivi ça, ok, parce qu'il y en a d'autres qui, eux, ont déjà enlevé le Mouniéré, parce que c'était eux les suivistes. Ce n'est pas Roger Lumbala qui avait déjà. Le banderole, oui. Son effigie sur le banderole, oui. C'est parce que je l'ai soutenu, madame. Pouvez-vous me citer combien qui ont soutenu M. Étienne Tshisekedi comme moi je l'avais fait? Qui ont mis leur télévision, qui ont mis leur radio à sa disposition, 24 heures sur 24 heures. Ce qui m'a coûté que l'on vienne plastifier ma télévision. Et tout ça, vous le savez. Donc à partir de ce moment, ce n'est pas seulement la télévision de Kinshasa, la télévision de Mbujimayi et aussi la radio de Mbujimayi. Alors qu'à cette époque-là, je ne veux pas citer des gens ici, il avait des hommes et des femmes de son parti politique qui avaient les mêmes instruments, mais qui ne mettaient pas ça à sa disposition. C'est pour vous dire le dévouement avec lequel j'avais pour M. Étienne Tshisekedi. C'est ainsi que vous avez constaté, moi je peux être très sincère, vous verrez que en 2011, le président Étienne Tshisekedi a fait sa campagne. Mais il n'avait pas beaucoup de bâches. Il n'avait pas beaucoup de bâches. Il n'y avait que 5 bâches. Et les 5 bâches, c'était les 5 bâches exemplaires qu'on lui a présentées par le producteur de bâches et qu'il a demandé s'il pouvait passer une commande. Ils n'ont jamais passé une commande. À partir de ce moment-là, moi je lui ai dit, prenons une stratégie, que chaque candidat qui vous soutient, chaque candidat député qui soutient le président Étienne Tshisekedi doit mettre l'effigie du président Étienne Tshisekedi sur sa banderole. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, à travers la République, vous avez vu qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient mis l'effigie du président
Étienne Tshisekedi. Le rassemblement limité, s'en est-il affaibli? Oh, vraiment, ils sont très affaiblis. C'est pourquoi vous voyez qu'ils arpentent toutes les maisons de Bruxelles, Paris, pour aller réclamer, demander des soutiens. Alors que la République démocratique du Congo n'est pas membre de l'Union européenne. Nous sommes membres du Conseil de sécurité des Nations Unies et nous sommes membres de l'Union africaine. Ces deux institutions internationales ont déjà pris acte de la désignation de M. Bruno Tshibala Nzenze comme Premier ministre et ils attendaient la formation du gouvernement, que le gouvernement soit publié pour nous accompagner vers les élections. Et c'est ça ce qui va se faire. Par contre, le rassemblement Olenga n'est pas reconnu de certains partenaires. Quels partenaires? Vous avez cité l'Union européenne, par exemple. Non. L'Union européenne n'est pas notre partenaire. Il y a des pays de l'Union européenne, tels que la Belgique, tels que la France, l'Allemagne et les autres, dont on a des relations bilatérales et des relations multilatérales. Nous ne sommes pas membres de l'Union africaine, madame, et de l'Union européenne. Donc l'Union européenne ne peut pas prendre vraiment position pour ce qui concerne la situation dans notre pays, si ce n'est que dans le cadre où, quand ils nous donnent l'argent, nous recevons. Vous savez, entre la main qui donne et celle qui reçoit, il y a toujours celle qui donne qui est au-dessus. Mais pour ce qui concerne la situation politique telle que nous l'avons aujourd'hui, c'est l'Union africaine et le Conseil de sécurité des Nations Unies, donc les Nations Unies, qui sont concernées par la situation de la République démocratique du Congo. Le gouvernement Tshibala aura-t-il le temps et les moyens pour tenir le délai des élections? J'ai cru comprendre que même en 2011, les partenaires internationaux avaient eu du mal à financer les élections. Ce que j'avais pu comprendre. Bruno Tshibala tel qu'il est là aujourd'hui, Premier ministre avec effectivité, il faut qu'il passe d'abord au Parlement pour qu'il soit investi. À partir de ce moment-là, il va voir dans les caisses de l'État qu'est-ce que nous avons, parce que ce n'est pas Bruno Tshibala qui organise des élections. Bruno Tshibala a le devoir d'avoir les moyens de mobiliser l'argent que les partenaires internationaux qui peuvent nous aider, comme aussi l'Union européenne qui veut que nous puissions avoir l'ancrage démocratique dans notre pays, qu'ils puissent venir à notre aide, qu'ils nous donnent l'argent pour que nous puissions donner à la CENI, afin que la CENI puisse organiser dans les délais les élections. Et Corneille Nangaa, le président de la commission électorale, n'a toujours pas publié un calendrier. Je pense qu'il va le faire dans les jours à venir, c'est compte tenu de tous ces aspects, surtout les aspects financiers. Parce qu'on ne peut pas sortir un calendrier, mais je ne peux pas plaider à sa place. Vous l'aurez dans les jours à venir. Je pense que M. Corneille Nangaa, c'est un homme qui va bien se défendre et il va vous donner tous ces détails-là. Mais l'aspect le plus important dans l'organisation même des élections, c'est l'aspect financier. Bon, d'autres aspects organisationnels, vous savez que le ministère de l'Intérieur peut aider, parce que, vous savez, quand on parle de la CENI, c'est une institution d'appui à la démocratie. D'appui à la démocratie. Donc, il y a d'abord le ministère de l'Intérieur, c'est celle qui fait l'appui, et c'est celle qui peut, c'est celui plutôt, qui peut aider cette institution d'appui à la démocratie pour organiser des élections. Parce qu'en principe, dans d'autres pays, sous d'autres cieux, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. C'est dans cette logique-là que nous nous disons, le ministère de l'Intérieur avec M. Ramazani Chadari peuvent faire le travail, mais le Premier ministre et le gouvernement vont mobiliser les moyens pour mettre à la disposition de la CENI pour l'organisation des élections. Alors, il n'y a pas que les moyens qui manquent à l'appel et le temps pour l'organisation des élections. Il y a également la situation sécuritaire dans le Kasaï qui devient une épine dans le pied de la commission électorale. Vous savez, ce n'est pas une épine parce que nous avons toujours vécu les élections de 2006. Nous étions toujours informés qu'il y avait des maïmaï, il y avait ceci et cela, la rébellion. Le M23, le CNDP non, à l'époque. Je parle de 2006, madame.
Donc, il n'y avait de tous les temps, je cite les rébellions qui se sont succédées dans l'Est. Donc, à partir de ces moments-là, on ne pouvait pas évoquer le fait qu'à l'Est, on n'allait pas organiser des élections. Donc, pour ce qui concerne le Kasaï aussi, je suis tout à fait convaincu que M. Corneille Nangaa va trouver des solutions pour aller procéder à l'enrôlement des Kasaïens pour qu'ils puissent aussi participer aux élections. Alors, la crise de légitimité est-elle résolue pour autant après la publication de ce gouvernement? Mais bien sûr que la crise des légitimités a été déjà résolue à partir du moment où c'est lui qui réclamait d'être président de la République. Donc, M. Etienne Tshisekedi a reconnu le président Joseph Kabila Kabange. À partir de ce moment-là, il a mis fin à la crise des légitimités en République démocratique du Congo. Et aussi, vous savez, quand on disait que après le 19, c'est fini, il y aura ceci et cela. C'est nous, au sein de l'opposition, avec la CENCO, nous avons permis à ce que nous puissions faire le glissement jusqu'à aujourd'hui. Encore une fois de plus, le président Etienne Tshisekedi étant vivant, c'est lui qui nous a gérés dans le cadre du rassemblement et nous avons glissé tranquillement. Donc cette crise de légitimité-là n'existe plus. Dans certains milieux, on parle de plus en plus d'un nouveau dialogue. Oh non, il faut oublier. Le nouveau dialogue, ce n'est pas parce qu'il y a des compatriotes qui se sont sentis lésés suite à leur comportement. Et aujourd'hui, le Conseil de sécurité des Nations Unies, l'Union africaine, se sont tous résolus pour dire qu'il faut absolument que nous puissions aller aux élections. Et vous avez vu que M. Maman Sidoukou avait entrepris une mission de bons offices pour faire comprendre à nos compatriotes, à nos frères de l'aile de M. Katumbi, qu'ils pouvaient bien venir participer au gouvernement. Ce n'était pas pour ouvrir encore un autre dialogue. Alors, pour un retour à la cohésion que beaucoup appellent de tous leurs vœux, y a-t-il des contacts entre les deux ailes du rassemblement? Je ne pense pas. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons laissé tout ça entre les mains du président du Conseil des sages du rassemblement de Kasavubu, M. Joseph Olengankoy. Parce que vous savez, lorsque vous êtes dans une équipe et que chacun commence à prendre des contacts de manière disparate et personnelle, ça devient de l'anarchie et du désordre. Et il y a eu également la conférence des évêques catholiques. Beaucoup, à la majorité présidentielle, ont critiqué leur activisme après leur mission de médiation. Et vous en aviez pensé quoi? Moi, j'ai condamné. J'ai condamné madame avec la dernière énergie. Parce que vous savez, les évêques ont reçu une mission de quelque part. Ce n'est pas de la communauté internationale. C'est le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, qui a donné la mission aux évêques d'organiser ces dialogues. C'est lui qui a donné la mission. Et à un moment donné, ils ont fait signer déjà l'accord du 31 décembre, vous le savez. Et ils se sont engagés maintenant pour l'arrangement particulier qui est la modalité pratique de la mise en application de l'accord. À un moment, ils se sont butés à 2 points. Le premier point, c'est la procédure. Comment désigner le Premier ministre? Et le deuxième point, la désignation du président de Sensa. Ils sont allés voir le chef de l'État. Eux-mêmes, les évêques, sont allés voir le chef de l'État pour lui dire, voici la mission que vous nous avez confiée, nous sommes arrêtés là. Ils ont rendu leur tablier. Madame, ils ont rendu le tablier. Cela veut dire qu'ils ont mis fin à leur mission de bons offices. À partir de ce moment-là, ils devaient avoir les droits de réserve, de ne pas faire de déclarations incendiaires et intempestives. Et là, pour donner justement de la béquille, parce qu'ils avaient constaté que le bateau commençait à prendre, à battre de l'aile, comme on dit, de l'autre côté du rassemblement, ils ont vu qu'après la marche qui avait été appelée par le rassemblement délimité, et que cette marche s'est tournée en ville morte, et que c'était un échec politique. Donc il fallait donner des béquilles et se justifier. Parce que cette sortie médiatique m'a beaucoup
interpellé dans ma foi catholique et chrétienne. Mais comme je suis vraiment raffermi dans ma foi catholique, je pense que quelles que soient des positions prises par des personnalités, parce que ce sont des hommes, ce sont des hommes avant d'être évêques, ce sont des hommes. Quelles que soient leurs positions, ils ne peuvent pas ébranler ma foi catholique. Je reste catholique et chaque jour maintenant encore, je vais chaque matin à la messe, à la première messe. Pour brûler un cierge. Okay. C'est pourquoi je me suis dit qu'il était vraiment difficile que les évêques puissent prendre une telle position en désignant, madame, des personnes. Alors qu'au moment où ils rendaient le tablier, ils n'ont pas dit au chef de l'État qu'il y a Félix Tshilombo comme président du Rassemblement et il y a Pierre Lumbi comme étant le président du Conseil des sages. Ils ont dit qu'il y a 2 points d'achoppement. Mais après avoir rendu le tablier, ils prennent position. C'est quoi? C'est de l'anarchie. Ils avaient formulé des recommandations. Non, c'est du désordre. Alors c'est pourquoi moi, personnellement, je ne suis pas tout à fait d'accord avec eux, mais je reste catholique. Ça c'est bien. Alors il y a cette autre controverse sur les évêques, ce rapport confidentiel sur la décrispation politique en République démocratique du Congo, où il recommande le retour en homme libre de Moïse Katumbi au pays. Une autre grosse polémique. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Ça c'est une très bonne démarche. Parce que pour moi, Moïse Katumbi doit venir. Pour moi, Moïse doit venir. Mais Moïse n'est pas tout seul. Il est avec les Francis Kalombo, il est avec tous les autres, mon jeune frère Salomon Escadella et les autres. Donc c'est une équipe, une forte équipe qui est partie avec lui en exil. Mais je déplore quoi? Je déplore que sur les 7 cas emblématiques, mais il y a Eugène Diomindongala. Pourquoi Jean-Claude Moyambo. Pourquoi il ne parle pas? Pourquoi il n'exige pas la libération d'Eugène Diomindongala? Cela veut dire que c'est une décision qui est un peu orientée. C'est pas une décision, c'est juste des recommandations. Bon, c'est une recommandation, madame, qui est orientée et qui est biaisée. Parce que vous savez très bien que moi, Diomindongala, c'est un compagnon de lutte. Nous nous sommes battus avec lui pour monsieur Etienne Tshisekedi Wamulumba. Et je ne suis pas heureux aujourd'hui qu'il soit encore en prison. Alors j'aurais pu comprendre que les évêques puissent aussi plaider pour Eugène Diomindongala. Le fait d'avoir choisi seulement Moïse Katumbi Tshapwe et Jean-Claude Mouyambo qu'ils ont annexé pour faire un peu bien, ce n'est pas bon. Et cela prouve encore à suffisance que les évêques ont commis encore une fois de plus une faute. Un péché de plus pour les évêques. Un péché plutôt qu'une faute. Selon vous. Alors, avant de terminer... Non, madame, même selon vous aussi. Pourquoi Moïse... J'ai aucun avis à émettre. Pourquoi Moïse et non pas Diomindongala? J'ai aucun avis à émettre. Pourquoi ne pas parler de Franck Diongo? Pourquoi ne pas parler de celui-là? Vous comprenez, madame? Nous, en tant que politiques, nous ne pouvons pas accepter que nos compatriotes, nos amis, nos camarades de combat et de lutte soient en prison. Alors sur le cas Katumbi, c'est peut-être un peu atypique parce que les évêques disent qu'ils ont noté des irrégularités, des pressions exercées sur les juges. D'abord, c'était l'affaire des mercenaires et puis la spoliation. Et ils ont noté des trucs pas nets dans l'affaire Katumbi. Voilà pourquoi ils la mettent en exergue. Et donc, est-ce que vous pensez que les évêques font la justice ou ils mènent des enquêtes? Ils ont mené une enquête. Non, pas du tout. Les évêques restent des religieux. Leur mission n'est pas de mener des enquêtes. Qui leur a donné, dans notre pays, la République démocratique du Congo, le rôle et la mission d'aller mener des enquêtes? Ils ne mènent pas des enquêtes. Comment établir un rapport? Comment établir un rapport si au préalable il n'y a pas eu des études et des enquêtes? Cela veut dire... C'est pas une enquête judiciaire, c'est pas une enquête policière. Madame, moi j'ai eu à discuter avec... j'étais en réunion quelque part à Bruxelles avec M. Moïse Katumbi Tshapwe et une autre personnalité politique. Je sais que M. Moïse Katumbi Tshapwe a rencontré les évêques. Donc c'est lui qui a, je pense, leur a donné sa version des faits. J'ai dit qu'il a rencontré les évêques. Il n'y a pas de mal à rencontrer les évêques. Non, mais est-ce que j'ai dit qu'il y a du mal? J'ai dit que c'est par cette occasion-là qu'il leur a donné sa version des faits.
à partir de ce moment-là, ils peuvent avoir intégré sa propre version des faits. Mais je dis tout simplement, je souhaite le retour dans notre pays de M. Moïse Katumbi Chapwe, qui est un fils du pays. Mais je dis aussi que les évêques ne peuvent pas se focaliser seulement sur Moïse Katumbi Chapwe. Il y a d'autres aussi. Parce que notre ami Eugène Diomi Ndongala, lui aussi, il crie toujours au scandale et dit qu'il n'a pas fait ce que on lui acquise. Donc à partir de ce moment-là, il faut aller parler avec Moïse. Il faut aussi aller parler avec M. Eugène Diomi Ndongala. Je n'ai pas entendu un seul jour où les évêques sont partis en prison pour aller voir Eugène Diomi Ndongala, mais ils ont vu Moïse à Bruxelles. Peut-être parce qu'il est candidat président de la République. Et Diomi Ndongala était aussi candidat président de la République. C'est pourquoi nous ne voulons pas la politique, même si elle est religieuse, nous ne voulons pas la politique de 2 poids, 2 mesures. Il devait aussi aller en prison pour aller voir monsieur Eugène Diomi Ndongala, discuter avec lui et comprendre aussi, prendre son point de vue, l'intégrer dans les rapports. Avant de terminer sur le rapatriement des restes d'Étienne Tshisekedi qui n'aura plus lieu ce vendredi 12 mai, un regard sur le gouvernement Badibanga, juste en 2 mots. J'ai beaucoup de respect en la personne de M. Badibanga, qui est un ami, un frère, un compatriote, mais je n'ai pas d'appréciation parce que je ne sais pas si on lui avait permis de bien travailler. C'est-à-dire? Je ne sais pas, parce que juste après sa nomination, il y a eu l'histoire du dialogue. Vous pensez, madame, lorsque vous êtes Premier ministre et que vous savez qu'à tout moment, on peut vous remplacer. Je ne pense pas dans quel état d'esprit il était. C'est pourquoi j'ai dit que je n'ai pas de jugement. Et on ne peut pas juger quelqu'un dans 2 mois, 3 mois de ce qu'il a fait. 5 mois. Bon, les 5 mois, je vous ai dit qu'il y avait une pression énorme sur lui. Si on compte déjà que nous, c'est depuis 2016, au mois de janvier, que nous avons signé l'accord. Donc, il était dans le suspense en se disant que à tout moment, on peut désigner un Premier ministre. Donc, il ne peut pas avoir la sérénité pour pouvoir bien travailler. C'est pourquoi je ne veux pas porter des jugements sur son mandat. Donc on ne saura pas non plus peut-être pourquoi le Front congolais continue sa descente aux enfers. Mais bon, les restes d'Étienne Tshisekedi qui ne reviennent plus au pays ce vendredi 12, c'est l'UDPS qui l'a annoncé. On va terminer par là. Selon vous, c'est quoi la véritable raison? La véritable raison, c'est l'immaturité politique de nos compatriotes de l'UDPS. Comment pouvez-vous fixer une date sans avoir négocié avec le pouvoir du pays? Comment? Vous pensez imposer des choses? Le résultat est là. Le résultat est là, ils ont reporté les conseils que moi je peux leur donner. Le Premier ministre Bruno Tshibala, c'est le confident de M. Étienne Tshisekedi pendant 36 ans, qu'il prenne les dossiers, qu'il remette les dossiers entre les mains du Premier ministre Bruno Tshibala, qui va négocier avec le chef de l'État, avec la majorité présidentielle. Tous ensemble, ils vont fixer une date du retour de la dépouille mortelle du président Étienne Tshisekedi et fixer là où il sera enterré. Et à partir de ce moment-là, je pense que nous allons faire le deuil du président Étienne Tshisekedi comme il le faut. C'est plus de 100 jours maintenant depuis qu'il est mort. Le 1er février dernier. Et vous, il n'y a pas longtemps, vous avez dit qu'il avait déjà été enterré à Bruxelles. Et bien sûr, madame, vous savez, l'enterrement, ce n'est pas la mise en terre. C'est ça ce que nous connaissons dans notre pays et de manière générale en Afrique. En Europe, on peut prendre un caveau. Je donnerai l'exemple que François Mitterrand est enterré avec toute sa famille dans des caveaux. C'est une inhumation. Oui, effectivement. Donc on prend les cercueils, on met dans une forme de tiroir et on ferme les tiroirs. C'est un enterrement en Europe. Et pour ce qui concerne qu'est-ce qui vous fait dire? Mais je vous ai dit. Qu'est-ce que Félix, Étienne Tshisekedi a déjà été enterré à Bruxelles? C'est ça ce que je vous dis. Parce que dans la procédure médicale, aux cliniques, madame, on ne peut pas sortir les corps de la morgue. Quand on sort les corps de la morgue, c'est les corps tels que nous l'avons maintenant. Vous mourrez, on vous met dans la morgue pour conserver les corps.
Dès qu'on vous sort de là, on vous injecte des produits qu'on appelle formol et osmol pour faire l'embaumement. Et on fait la mise en bière. La mise en bière, c'est quoi? La mise en bière, c'est quand on prend les corps, on le met dans le cercueil. Madame, cette procédure-là n'est pas irréversible. On ne peut plus reprendre les corps embaumés et le remettre dans la morgue. On ne peut pas. Cliniquement, on ne peut pas. Mais ce qui nous reste, c'est quoi? Ce qui nous reste, c'est l'enterrement ou la mise en caisse. Qu'est-ce que cela veut dire? On vous met dans une grosse caisse où on ferme. Ou soit on vous enterre. Pour les cas d'espèce du président Etienne Tshisekedi, on ne pouvait pas le mettre dans une caisse pour aller le garder dans un entrepôt. C'est pourquoi j'explique que les gens ne comprennent pas très souvent quand je dis qu'il a été déjà enterré. Aujourd'hui, il y a des gens qui me disent, mais M. Lumbala, vous disiez que le président Tshisekedi a été enterré, mais, alors que maintenant on amène son corps. Oui, on va aller déterrer. Déterrer, c'est quoi? Aller ouvrir déterrer. Ouvrir le caveau, sortir le cercueil, le mettre dans une caisse, donner à une compagnie de transport et ramener le corps ici. Soit, admettons que c'est vrai ce que vous dites. Mais je vous dis que c'est vrai. L'exhumation exige souvent des longues procédures. Non, il n'y a pas de longue procédure à partir du moment où vous avez enterré, tout en disant que c'est un enterrement provisoire. À tout moment, lorsque vous venez, vous récupérez le cercueil et puis vous partez. Alors depuis l'annonce du rapatriement des restes d'Etienne Tshisekedi, la tension s'est ravivée entre le rassemblement limité et le pouvoir en place. Il y a eu un incident mardi matin à la police de la 10e rue Limité, non loin du siège de l'UDPS. Et les deux camps se rejettent mutuellement la responsabilité de ces violences. Et à la majorité présidentielle, notamment, on explique que c'était juste un prétexte pour qu'il y ait une confrontation, des affrontements et donner prétexte à justement peut-être un coup d'État ou un truc du genre. Madame, vous savez, moi je ne mange pas de ce pain-là. D'abord, c'est un pain que je n'apprécie pas. Je pense la gestion de l'enterrement de M. Etienne Tshisekedi devait être saine et intelligente et réfléchie. Aujourd'hui, il se pose un problème où il y a la construction du mausolée à la permanence sans l'autorisation de l'autorité de l'État. Sommes-nous dans une république bananière? Là, ils répondent qu'il y a des cas. Même s'il y a des cas. Il y a des précédents. Même s'il y a des précédents. Pourquoi nous ne pouvons pas faire des choses en harmonie avec le pouvoir? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait? Ils ont vu que depuis que nous avons commencé cette histoire de bras de fer, ça finit toujours à l'avantage du pouvoir en place. Parce qu'ils ont des militaires, ils ont des policiers, ils ont des ceci, cela. Le plus important, c'est l'impérium où on nous a retiré ça. Mais tu sais que du vivant, tu sais que du mort. Moi, j'ai dit qu'aujourd'hui, le conseil que je peux donner à nos amis qui sont là-bas, c'est de leur dire, il faut arrêter toutes ces niaiseries politiques qu'ils sont en train de faire là. Niaiserie, c'est un peu fort. Madame, je pèse mes mots quand je parle. Parce que les résultats, c'est quoi? Ils ont proclamé que le 11 mars, le corps va venir. Ils ont changé, pourquoi? Parce qu'il y a eu quelques combattants qui sont allés menacer Félix pour lui dire que ceci et cela. Il a reporté. Aujourd'hui, le 12, le corps va venir. Ils ne savent pas les corps de qui? Etienne Tshisekedi commence à s'amuser avec le corps d'Etienne Tshisekedi. Il faut que nous ayons des responsables pour que tout le monde, de manière unanime, l'opposition comme la majorité, nous puissions enterrer cet homme avec dignité. Nous ne pouvons pas créer des bêtises, créer des conflits inutiles. Mais aujourd'hui, ils ont reporté. À quel moment ils vont venir? Ils vont faire encore, ils vont déclencher encore un bras de fer? Vont-ils déclencher le bras de fer? Qui va aboutir à quoi? Qui va aboutir à quoi? C'est pourquoi moi je lance un appel à la famille biologique de M. Tshisekedi. Qu'elle se mette en contact avec Bruno Tshibala. Tshibala n'est pas leur ennemi. Tshibala, c'est leur grand frère. Le parti aussi a un mot à dire, hein, semble-t-il.
Bon. Et puis, non, pas seulement les partis. Nous, quand on soutenait Tshisekedi, on n'était pas des l'UDPS. Je parle de la famille biologique qui doit prendre les taureaux par les cornes maintenant pour aller discuter avec la majorité présidentielle. Et à ce moment-là, nous autres, c'est-à-dire tous les gens qui soutiennent ou qui ont soutenu M. Etienne Tshisekedi, vont soutenir la famille biologique pour que nous puissions d'abord enterrer Etienne Tshisekedi, lui faire un deuil national. Et puis ensuite, on va les laisser dans leurs bras de fer avec la majorité. Merci beaucoup, Roger Lumbala, d'être passé dans ce débriefing. Président du RCDN, un parti du Rassemblement Olengankoy, député national, ancien chef rebelle. Quand j'ajoute ancien chef rebelle, ça vous embarrasse un peu? Non, ça ne m'embarrasse pas du tout, parce que dans ces pays, il y a beaucoup d'anciens chefs rebelles qui sont là, qui dirigent le pays, à commencer par l'AFDEL, RCD, Goma. Il y en a tellement beaucoup que ils sont au pouvoir. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. En rediffusion demain, 7h15 sur Canal+, et ce soir à 20h30, c'est sur Canal+, à 21h15 sur l'antenne locale. Cette émission que vous suivrez également chez nos amis de Numérica Télévision. À la semaine prochaine.